Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous politique et de Faites entrer l'invité. Cette rentrée politique, vous le savez, n'est pas comme les autres, marquée par la crise sanitaire et de ce fait par une crise économique qui préoccupe l'ensemble des Marocains. Comment y faire face ? Quelles sont les issues de secours ? Certains secteurs sont à terre et vont avoir beaucoup de mal à se relever. Les partis politiques sont-ils vraiment mobilisés sur le terrain ? Font-ils des recommandations ? Et si oui, lesquelles ? Sont-elles réalistes ? Les régions sont-elles mises en avant ? Nous sommes à la veille d'une année électorale cruciale pour l'avenir du royaume. L'année prochaine sera l'année de toutes les élections, les communales, régionales, chambres professionnelles et législatives. Comment les partis se préparent-ils ? Qu'en est-il de ce fameux débat sur la méthode de calcul du quotient électoral qui divise les politiques ? Après l'Istiklal, l'USFP, le PPS, aujourd'hui nous recevons le secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Lansar. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir aussi. Je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. J'ai envie de vous demander, un petit peu comme à tous les invités, comment vous allez ? Vous savez, on voit comment on peut, parce qu'avec le climat que nous vivons, Dieu merci. Je ne suis pas malade, mais il faut dire que le climat est pesant. Depuis 7 mois, ça commence à peser. Mohamed Lansar, nous avons reçu des partis de l'opposition, notamment, qui ont beaucoup critiqué la gestion de la crise sanitaire actuelle, remis en cause en particulier les annonces de dernière minute du gouvernement, qualifié même la gestion d'improvisation, de manque de coordination. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre et donner votre avis également sur ce volet ? Non, écoutez, il faut d'abord... Pour être tout à fait honnête, il faut dire que la pandémie a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait effectivement à la brutalité, à cette arrivée brusque et brutale du Covid-19. Donc, on ne peut pas reprocher au Maroc de ne pas s'être préparé, c'est faux. Tous les pays du monde ont eu la même surprise, entre guillemets. Maintenant, pour le Maroc, il faut dire qu'au contraire, il a parfaitement agi dès le départ, avec évidemment cette mise en place des mesures de préservation, avec ce confinement total dès le départ. N'oubliez pas que, et tout le monde le reconnaît, que le Maroc a été l'un des premiers à avoir pris des mesures, disons, de sauvegarde. Maintenant, on peut remarquer qu'il y a 3 phases dans cette épidémie. Il y a eu cette première phase où, effectivement, le Maroc pouvait se prévaloir de ces mesures qu'il a prises, des résultats. Les chiffres étaient excellents, tout le monde le reconnaissait. Il y avait une deuxième phase qui a commencé avec le déconfinement partiel. Et là, on a pu constater, malheureusement, une recrudescence des cas. Parce que, d'une part, évidemment, le citoyen avait une confusion un peu. On confondait la levée du confinement avec la fin de la pandémie, de la maladie. Et évidemment, sans ajouter les voyages à l'occasion de l'Aïd, les sorties, les déplacements et tout ça, les jeunes et tout cela, ça a fait. Il y a eu cette remontée. Bon, comment elle a été gérée un peu au cas par cas, c'est-à-dire on essayait de reconfiner des quartiers, de restreindre des horaires et tout cela. Et il y a une troisième phase que nous vivons aujourd'hui, qui est celle de la deuxième vague de la pandémie que nous constatons à travers tout le monde. Et effectivement, celle-là, donc, mais on a eu cette expérience. Alors, pourquoi je rappelle un peu ces 3 phases ? C'est pour dire que le jugement, disons, négatif, entre guillemets, de l'action du gouvernement est faux. Le gouvernement a bien réagi sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, parce qu'effectivement, c'est lui qui était le maître d'œuvre un peu de ces actions. Il a bien géré. On a vu comment on a transformé des unités, des entreprises pour fabriquer les masques. On a vu comment l'administration et surtout l'enseignement s'est adapté au téléenseignement, au télétravail, comment effectivement sur le terrain
aussi la société civile, les autorités locales, les autorités de sécurité sanitaire ont réagi et c'est l'occasion de leur rendre hommage. Et puis, on est dans cette troisième phase où personne ne sait ce qui va arriver. Bien sûr, on a pris des préemptions très rapides sur les vaccins qui devraient sortir. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, parce que moi, globalement, je dis que le gouvernement a géré comme il a pu, et il a été aidé par un certain nombre de mesures, le fonds spécial qui a permis d'équiper les hôpitaux, qui a permis un peu de faire face au soutien des entreprises et des citoyens. Tout ça, c'est bon. Alors, ce qu'on peut reprocher, à titre personnel, ce n'est pas ce que dit l'opposition, on peut reprocher qu'il n'y a pas eu une appropriation de la maladie et des mesures par la population. On avait l'impression que c'est le gouvernement qui s'occupait de ça. Quand il dit « allez-y, on y va, ça y est », quand il dit « sortez, c'est fini », et c'est pas vrai. Parce que si le citoyen, la communication, et là c'est la communication du gouvernement, si le citoyen, dès le départ, avait bien été imprégné que les mesures qu'édicte le gouvernement, c'est uniquement pour donner un guide, mais c'est à lui, finalement, de se protéger. C'est à lui de savoir que le danger est là. Eh bien, peut-être qu'on aurait réduit, on n'aurait pas évité, on aurait réduit un peu ces chiffres qui nous inquiètent aujourd'hui. Et quand l'opposition, elle parle d'improvisation de la part du gouvernement. Non, mais personne ne pouvait prévoir, il n'y a pas de plan. Moi, je défie quiconque de me dire qu'il y a un pays qui a un plan pour faire face à cette pandémie, à l'actuelle. Bien sûr, il y a des plans pour les catastrophes, il y a des plans hors sec, il y a des plans pour tout ce qu'on veut, mais cette pandémie, elle a cela de particulier que personne ne pouvait prévoir. Alors, sur la crise économique, la relance économique, quelle est la position de votre parti? Des sociétés sont en ce moment au bord de la faillite. Certaines ont d'ailleurs déjà mis la clé sous la porte. Ce sont les plus fragiles qui souffrent de la situation actuelle, ceux qui n'ont pas suffisamment les reins solides, de la trésorerie, des contrats en cours. Ils s'en sortent à peu près, en tout cas les grosses entreprises, mais pour d'autres, c'est la catastrophe totale et les mesures sont jugées actuellement insuffisantes. Quelle est la position de votre parti sur cette crise économique que nous vivons? Écoutez, nous... Déjà, quand on parlait du déconfinement, c'est-à-dire au tout début, vers le mois de juillet ou même avant, nous avions effectivement envoyé une lettre au chef de gouvernement dans laquelle on exprimait un peu comment nous voyions à l'époque le déconfinement. Personne ne s'attendait à ce qu'il y aurait cette reprise. Mais ce que nous avons proposé, à mon sens, c'est toujours d'actualité. Parce que nous avions dit que la relance doit être appréhendée à 3 niveaux. Il y a l'urgence, qui est celle effectivement qui, à l'époque, on disait qu'elle devait aller jusqu'à la fin de l'année, qui est celle d'apporter tout de suite une aide aux entreprises en difficulté, aux salariés, de ne pas arrêter le soutien qui était donné, qui devait s'arrêter, rappelez-vous, au mois de juillet, puis à octobre. On a dit qu'il faut le continuer jusqu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le continuer un peu plus au-delà. Le moyen terme, on avait dit qu'il y avait le moyen terme qui pouvait s'étendre sur 2-3 ans, 21, 22, 23, qui consistait à travailler sur les priorités parce que justement l'une des leçons du Covid, c'est qu'elle a montré qu'un certain nombre de priorités devraient être revues. On a vu ce qui s'est passé dans la santé, on a vu ce qui s'est passé dans l'enseignement, on a vu ces chiffres faramineux de l'informel. Personne n'imaginait que l'informel allait atteigner ses proportions. Donc il fallait travailler sur ça assez rapidement, réorienter un peu les priorités et essayer de ramener à flot un peu l'entreprise et surtout la petite et l'informel. Et troisième étape, mais effectivement qu'il faut commencer à préparer durant les années 21, 22, 23 pour être opérationnel au-delà, c'est revoir toutes les stratégies sectorielles en fonction justement de l'éclairage de la pandémie
mais de les revoir dans le cadre effectivement d'une participation et d'une concertation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À titre d'exemple, les politiques sectorielles qui sont en œuvre, les collectivités locales n'y ont pas participé, les régions essentiellement n'y ont pas participé. Or, on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut absolument remettre à plat un peu tout cela, faire participer tout le monde. On a vu que... Mais comment alors? De quelle manière? Écoutez, de quelle manière? C'est d'abord un problème managérial, un problème de gouvernance. C'est aussi simple. Je ne peux pas venir à Rabat, et j'étais ministre, donc j'étais au gouvernement, je connais l'administration centrale, je ne peux pas venir à Rabat et dire, je vais poser une stratégie de 15 ou 20 ans ou 10 ans pour tel secteur, en me contentant uniquement de recueillir un peu l'avis de mes directeurs centraux et éventuellement de quelques administrations extérieures. Quand on connaît d'ailleurs leur capacité, on sait qu'elles ne peuvent pas aller très loin. Mais ceux qui doivent appliquer cela demain, ils sont complètement ignorés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Vous voulez dire en clair que les régions ne sont pas suffisamment impliquées? Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le président du conseil régional de Fès-Meknès. Ça veut dire qu'on non seulement on n'implique pas suffisamment les régions et qu'elles n'ont peut-être même pas suffisamment leur mot à dire? Non, on ne les implique pas parce qu'effectivement on est venu d'abord, on s'est greffé sur des stratégies, des politiques qui étaient déjà là. Mais seulement, c'est là que les départements font erreur. La région est arrivée avec des compétences, avec des possibilités d'agir, avec une proximité du citoyen. Et on lui demande de le faire, et il le fait quelquefois sans qu'on le lui demande. Voyons, si vous voyez seulement ce qui s'est passé pendant la pandémie, cette crise, les régions ont été au devant de la scène. Elles ont participé financièrement, elles ont participé dans des soutiens alimentaires, elles ont participé auprès des hôpitaux. Bon, donc tout cela, il faut qu'il se fasse aussi dans un cadre de concertation, dans un cadre où on sait qui fait quoi. Aujourd'hui, il est anormal que des aides sociales, des aides aux associations ou bien aux personnes fragiles soient décidées et distribuées de Rabat. Ça ne peut pas se faire. Les critères ne peuvent pas être les mêmes à Agadir, à Oujda, à Fès. C'est au contraire, sur le terrain, à la proximité. Les personnes qui sont sur le terrain de pouvoir justement donner les orientations. Qu'on définisse les normes au niveau central, le normatif, en disant voilà ceux qui peuvent bénéficier, voilà comment on les désigne et tout ça, je veux bien. Mais c'est les régions qui doivent agir. Et c'est valable pour un certain nombre d'actions. Alors c'est pour ça que je dis il faudrait remettre sur le tapis. Mais Monsieur Lansar, ça fait des années qu'on parle de la régionalisation avancée. Ça fait longtemps que la feuille de route a été tracée. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Bon, oui, mais c'est très simple. C'est très simple et très compliqué. C'est très simple dans la mesure que ça ne fonctionne pas, dans la mesure où je dirais qu'il ne faut pas croire que mettre en place une régionalisation, c'est un bouton sur lequel il faut appuyer, c'est un texte qu'il faut sortir, ce n'est pas vrai. C'est un processus progressif dans le temps, c'est un processus qui demande du temps. Mais la condition, c'est que tout le monde soit effectivement imprégné de l'importance de cette régionalisation. Aujourd'hui, nous avons des services centraux dont le découpage territorial n'est même pas encore en adéquation avec les régions. Nous avons effectivement des départements qui, lorsqu'ils traitent de politique, de stratégie, de budget, le font au niveau national sans se préoccuper un peu de la région. Alors donc, quand je dis c'est humain, parce que l'inertie, la résistance au changement existe partout. Or, aujourd'hui, c'est un changement brutal que demande la région. C'est de pouvoir transférer des compétences qui étaient chez les services centraux, de transférer des moyens, aussi bien financiers que humains, bien que ça soit difficile à faire. Eh bien, tout ça, on ne le voit pas. La preuve, c'est que la déconcentration, par exemple, donc, en 2018 déjà, le décret est sorti, eh bien on n'en est pas encore, rien ne bouge.
en dehors d'un ou deux ministères, personne n'a encore fait quoi que ce soit. De 2021. Alors, tout cela nous amène à ne pas être négatif, à dire la régionalisation est extrêmement importante. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas qu'elle s'arrête, mais il faut effectivement faire du lobbying. Il faudrait juste que ça devienne concret à un moment donné, quoi. Après autant d'années. Votre parti dit également que la relance économique doit se baser sur la bonne gouvernance, à commencer par l'instauration d'organes indépendants d'arbitrage, c'est-à-dire concrètement. Bon, écoutez, on est toujours sur les régions quand, au sein du parti, vous parlez d'instauration d'organes indépendants d'arbitrage. Bon, écoutez, pas spécialement. Ça dépend un peu des situations. Ben, effectivement, les organes indépendants d'arbitrage, c'est vrai que qu'il peut y avoir dans la gouvernance, dans la gestion, il peut y avoir effectivement des situations non pas conflictuelles, mais des situations où il y a des divergences d'approche, où les textes ne sont pas suffisamment précis. Ben, il faut bien que quelqu'un, quelque part, puisse effectivement dire, bon, voilà l'interprétation exacte. Aujourd'hui, par exemple, toujours, puisque vous citez les régions, bien que notre... Je pense qu'elle était plutôt au niveau régional, voilà, cette instauration d'organes indépendants d'arbitrage. Mais ça pourrait être quoi comme organe ? Mais écoutez, aujourd'hui, si on veut parler des régions, bon, moi je n'ai pas ce problème, Dieu merci. Mais écoutez, aujourd'hui nous savons que le problème, puisque vous citez la région, c'est un problème, pour bien gérer une région, c'est un problème de cohabitation entre l'instance élue et l'instance désignée qui est le wadi et les gouverneurs. Le texte est précis. Il n'y a pas, si vous voulez, de tutelle. La tutelle a été écartée. Il y a un contrôle administratif et ce n'est même pas le wadi ou le ministère de l'Intérieur qui doit arrêter la décision finale. S'il y a divergence, c'est le tribunal. Bon, c'est ce genre un peu de choses que nous souhaitons. Parce qu'aller jusqu'au tribunal, c'est toujours pénible, c'est toujours lent. Et puis c'est surtout très long. Et très lent, et puis ça pose une situation réellement de conflit permanent. Alors c'est pour ça que, comme la région est basée sur cette cohabitation en quelque sorte, bien que les choses, normalement, dans le texte de loi sont précisées, mais il y a beaucoup de flou sur les précisions. Un exemple très, très simple et très bête, la loi dit que les régions sont compétentes pour la formation professionnelle, la construction des centres de formation professionnelle et d'emploi. Bah, la question qui s'est posée très simple, est-ce que les régions ne font que la construction ou bien est-ce qu'elles ont leur mot à dire également dans le contenu de la formation, dans la carte de la formation et tout ça. Et les besoins. Et les besoins justement pour la région. C'est la carte. Alors, c'est une question un peu, disons, qui demande l'apport de tout le monde pour qu'on puisse avancer, sinon que quelqu'un dise oui, il faut aller dans ce sens et tout de suite. Mais si vous voulez, quand nous parlons, nous, de ces organes, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a beaucoup de contentieux et qui n'arrivent pas à être tranchés. Ce n'est pas forcément uniquement au niveau des régions, c'est un peu une vision un peu globale, c'est-à-dire il faudrait qu'on arrive à agir assez rapidement. La gouvernance aujourd'hui, c'est aussi prendre en considération le facteur temps qui devient une ressource extrêmement importante. Or, malheureusement, on s'aperçoit que sur ce plan... Quand vous dites qu'il y a beaucoup de contentieux, s'il fallait en citer un en priorité, ce serait lequel ? Des contentieux, je vous parlerai tout simplement d'un certain nombre d'affaires qui sont en justice, que ce soit celles des citoyens ou celles des organes et des institutions. Moi, j'étais sidéré de voir, parce qu'on veut des garanties, mais on est allé trop loin de voir qu'on peut passer 2-5 ans à faire des va-et-vient entre la première instance, l'appel, la cassation, revenir en arrière, remonter, etc. Bon, enfin ça c'est un cas un peu particulier. Mais effectivement, il faudrait aussi le temps des politiques est un temps limité. C'est une session de 5 ans, de 6 ans. Les budgets ont un temps limité, c'est 1 an. Il faudrait qu'on arrive à trancher très rapidement quand il y a un problème qui se pose.
Alors, le bureau politique du Mouvement populaire a aussi appelé un débat politique sérieux à des réformes économiques et sociales, on a un peu évoqué ça, et des réformes culturelles. Comment vous le voyez, ce débat? Quand vous parlez de débat, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est un débat public? C'est où? C'est quand? C'est comment? Alors, le débat, effectivement, peut prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, je vous cite un exemple. Nous sommes en train de travailler sur... enfin, il y a une commission plutôt qui travaille sur le nouveau modèle de développement. D'accord ? Qui vous a reçu également. Elle a appliqué à la lettre, effectivement, les directives qui ont été données par Sa Majesté le Roi. Elle a reçu les contributions de l'ensemble des forces vives de la nation, des partis, de la société civile, la société civile. Elle a même fait des tournées. Oui. Elle a ramassé tout ça. Elle est en train de travailler. Mais moi, ce que j'appelle débat, par exemple, en prenant les partis politiques, mais il serait intéressant, indépendamment de cette contribution à la commission, que nous ouvrions effectivement cette discussion entre nous sur les propositions des uns et des autres. On ne peut pas tout simplement attendre que la commission dise « oui, ben ça y est, j'ai choisi ici ce point, j'ai choisi... » Il faudrait aussi qu'on se mette d'accord, nous, en tant que politiques, je ne peux pas aller jusqu'à l'accord total, mais au moins qu'on puisse... Qu'il y ait des concertations entre les différents partis politiques. Qu'on puisse dire ce que vous proposez, Mouvement populaire, ici, est complètement irréaliste, et on nous le prouve, et on change. Mais vous ne le faites pas, vous n'avez pas des concertations avec les autres partis politiques, avec les autres secrétaires généraux de partis? Pas du tout. Non, mais en fait, on ne peut pas appeler ça des concertations sur des points. Chaque fois qu'il y a un point particulier, on se retrouve, on en discute, comme actuellement sur les lois électorales, on est en train de se voir. Mais ce n'est pas le débat que j'appelle. Je vous citerai un autre exemple qui donnera un peu plus d'éclairage peut-être. Si nous prenons aujourd'hui le problème des institutions, le problème de l'abstention aux élections. Bien, écoutez, au lieu tout simplement que chacun se prépare à aller aux élections et trucs, et il faut qu'il y ait de la compétition pendant les élections. Mais avant, il faut définir, comme disait un ancien leader politique, il faut définir les limites du champ d'intervention. Il faut qu'on se mette d'accord sur le comment effectivement approcher la jeunesse. Comment redonner une image viable de nos institutions? Qu'est-ce qui fait que le Parlement, aujourd'hui, peut-être, je n'en sais rien. Redorer aussi l'image du politique, tout simplement. Mais bien sûr. Vis-à-vis du citoyen. Aujourd'hui, par exemple, quand on fait les élections, il y a une majorité qui se dégage. Bonne, mauvaise, mais enfin, elle a été élue, elle est là. Oui. Eh bien, vous avez pu le constater aujourd'hui, les décisions importantes, les réformes importantes, sont bloqués parce qu'il faut avoir le consensus de l'opinion publique, de la rue, des syndicats et tout ça. C'est bien. La concertation est bonne. En même temps. Oui, la concertation est bonne. Mais la majorité est là pour trancher. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons ça. Il faudrait aussi le poser sur la table. Est-ce que le Parlement a des pouvoirs clairs? Ou ne les a pas. Ou ne les a pas. Eh oui. Parce que à quoi ça sert quand vous faites toutes les réformes importantes qui doivent être faites? Eh bien, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Alors à ce moment-là, on n'a plus besoin il faut passer au référendum pour toutes les actions et puis on arrête. Alors, moi c'est ce genre de débat que je voudrais qu'on essaie d'instaurer pour arrêter le champ, disons, le champ d'action et pour arrêter surtout les méthodes de réhabiliter nos institutions, de redonner confiance aux citoyens, de redonner confiance aux institutions entre elles et effectivement de pouvoir continuer à travailler. Mais est-ce que vous les avez approchés, les partis politiques, pour leur proposer justement ce débat? Et pourquoi pas aller encore plus loin et qu'il soit public ce débat, pour que les citoyens puissent y participer, que ce soit sur des plateaux de télévision, peut-être à l'antenne, sur les radios, et que les citoyens puissent suivre tout ça et l'évolution des idées et des autres, parce que ça nous permet aussi de savoir un peu comment ça fonctionne. Non, mais d'ailleurs, quand je parle de débat, il ne s'agit pas d'un débat interne. Si c'est un débat... Vous parlez de débat public. Oui, bien sûr. S'il s'agit d'un débat qu'on doit faire entre nous, ça, on peut toujours se retrouver autour d'un verre de thé, en parler, c'est pas ça Il faut que le débat soit public. Et vous avez soulevé effectivement le problème aujourd'hui des médias publics, et vous avez raison. Il y a un déficit.
Mais ce n'est pas dû aux médias. Ah non. Non, alors, c'est pas dû aux médias. C'est une question, alors, d'en fait, entrer l'invité qui revient non, régulièrement. C'est difficile de vous avoir, vous les politiques, le sais, et c'est autour d'une table. C'est encore plus difficile, monsieur Lansar, de réunir deux partis différents, alors que dans la majorité des médias à travers le monde, eh bien, et c'est ce qui fait avancer le débat. Le débat que vous souhaitez, c'est la confrontation d'idées. Sauf que nous, au Maroc, on n'y arrive pas parce qu'il ne se déplace pas, soyons clairs. Non, mais je le sais. Quand j'ai dit ce n'est pas la faute des médias, c'est pas pour me disculper ou bien pour essayer de ne pas choquer, non. C'est parce que je le sais. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. Cette approche des médias, même quand on y va, il ne faut pas qu'on y aille pour exposer son point de vue et on arrête. Ça ne peut faire avancer les choses que s'il y a la contradiction, à condition bien sûr aussi qu'il y ait la déontologie du débat. Mais ça peut se faire. Nabil Ben Abdallah, que l'on recevait, le secrétaire général du PPS il y a quelques semaines, avec qui on a parlé justement de ce volet média, a dit très clairement, mais vous savez, oui, les politiques ont peur d'aller parler aux médias. En fait, ils ont peur. Mais vous confirmez, vous aussi, vous dites il y a une peur. Non, c'est pas forcément une peur. Il y a une impréparation. Quand je dis impréparation, c'est quoi? C'est que d'abord, dans les partis, en tout cas dans le mien et dans les partis que je connais, malheureusement, cette culture de diffuser, du porte-parole, de gens qui peuvent aller, de l'équipe effectivement communication, est très floue, n'est pas bien installée. Parce qu'effectivement, le secrétaire général ou le président ne peut pas à tout moment être sur le plateau ni aller partout. Mais chaque parti devrait effectivement... Vous avez des équipes, hein. Mais bien sûr. Vous pouvez déléguer et parler des personnes qui parlent des porte-paroles. C'est un peu la gouvernance, entre guillemets, c'est aussi un peu ça. C'est de pouvoir former des gens qui peuvent parler en public. C'est des gens qui, effectivement, n'ont pas peur du micro ou de la caméra. Mais des gens aussi suffisamment formés pour faire passer des messages, pour confronter des idées. Ça, j'avoue que on n'y est pas encore. Un autre point sur lequel les partis ne s'entendent pas du tout, c'est le fameux droit de vote des Marocains résidant à l'étranger, avec la création de circonscriptions à l'étranger. Quelle est, sur ce point, la position du mouvement populaire ? Alors, elle est très simple. Vous êtes oui ou vous êtes pour ou vous êtes contre ? Non, bien sûr qu'on est pour la participation des Marocains à l'étranger, mais c'est le comment, c'est sur le comment qu'il y a divergence. Mais là, j'ai envie de vous dire aussi, monsieur Lansar, ça fait des années qu'on se pose la question comment. Ben non, mais c'est très simple, bien sûr, parce que il ne peut pas y avoir chaque manière a ses difficultés. Il y a ceux qui veulent revenir aux circonscriptions, nous les avons testés, vous rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années. Malheureusement, ça a été un fiasco. Parce que on s'est aperçu que les 5 ou 6 représentants des grandes régions du monde, c'est des gens qui rentraient au Maroc parce qu'ils ne pouvaient pas travailler de l'étranger et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je pense que pour refaire des circonscriptions à l'étranger, ce sera la même chose. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse représenter l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et autres ? Alors, par contre, on a dit que les Marocains à l'étranger peuvent se porter candidats sur des circonscriptions nationales, s'ils le souhaitent. Ou bien dans des listes, les partis peuvent les mettre dans des listes. C'est un pis-aller. Nous, au mouvement populaire, on aurait souhaité, on l'a proposé, mais il faut changer la Constitution, c'est qu'on puisse créer un collège au sein de la deuxième chambre, un collège des Marocains à l'étranger, comme nous avons un collège des représentants des salariés, comme nous avons un collège des représentants des régions, un collège de la CGM, représentant de la CGM. Nous pensons qu'avoir un collège également des représentants des Marocains à l'étranger ne serait pas une si mauvaise chose. Bon, on a proposé... Mais quel poids ils auraient ? Quel poids ils auraient ? Ils seraient minimes dans ce cas-là. Pourquoi il serait minime ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Mais non, il serait au même titre. Est-ce que le poids de la CGM aujourd'hui est minime à la Chambre des conseillers, les syndicats ? Bon, bien sûr, dans notre système, comme dans d'autres systèmes,
S'il y a divergence, le dernier mot revient à la Chambre des représentants. Mais en fait, c'est pas tellement sur les votes que l'importance se juge. C'est sur le débat, c'est sur les idées à apporter. C'est sur mais ce collège aurait de véritables sièges ou pas? Ben oui, il faudrait qu'il ait un siège. Mais bien sûr, il faut qu'il ait des sièges. Alors, autre volet, je vais devoir accélérer un tout petit peu parce que le temps passe très vite, sur le volet de la jeunesse et la place de la jeunesse. Vous disiez, vous parliez tout à l'heure d'abstention, nos jeunes ne votent pas beaucoup. Je le disais en introduction, ça va être une année importante, une année cruciale même pour l'avenir de notre pays, l'année de toutes les élections. Ces jeunes ne sont pas très très motivés et pourtant, contrairement à tout ce que l'on dit, les jeunes sont passionnés par la politique, sont intéressés par la politique. Alors vous avez lancé lors de votre congrès national une académie de formation politique. C'est quoi cette académie ? Alors d'abord... Est-ce que les jeunes, vous les voyez seulement dans la formation ou vous les voyez véritablement engagés au sein de votre parti avec des postes importants ? Non, mais bien sûr. D'abord, juste pour rappeler un peu cette question de l'académie, effectivement, depuis longtemps et au dernier congrès, nous avons dit qu'il faudrait que nous ayons un outil de réflexion, un outil de formation, un outil qui puisse alimenter, parce qu'en fait, on oublie souvent que les politiques, c'est quoi ? C'est des porte-paroles. Il faudrait que quelqu'un, effectivement, qui soit alimenté sur les sujets de société, sur les sujets... Volet économique, pour la jeunesse, pour la place de la femme, donc on a dit il fallait cet outil. Et puis en 2018 est arrivé le discours de Sa Majesté le Roi au Parlement qui a dit qu'il faudrait que les partis puissent effectivement produire des idées, innover, et donc même avec un financement même en plus. Et on a dit, voilà, tiens, c'est l'occasion. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette idée de créer une académie, avec le soutien d'ailleurs de certaines institutions internationales, avec des partis avec lesquels nous avons des relations, en Hollande et ici au Maroc. Alors, cette académie, c'est d'abord former sur la politique, sur le mouvement populaire, mais sur la politique en général. Aujourd'hui, je peux vous dire que une grande partie des adhérents du mouvement populaire et d'autres partis probablement ne connaissent pas l'histoire du mouvement populaire, ne connaissent pas les idées que défend le mouvement populaire, ne savent pas ce que représente ou ce que couvre le libéralisme que nous défendons. Eh bien, nous avons dit, ça c'est quand même l'occasion d'abord de former ces gens-là sur la citoyenneté également, sur les élections pour qu'ils puissent participer et de l'ouvrir à tout le monde. Si vous deviez dire à un jeune, c'est quoi le mouvement populaire ? Et si vous aviez 3 mots à dire, c'est quoi le mouvement populaire en 2020 ? C'est un parti créé au Maroc qui puise toutes ses valeurs dans la société marocaine, qui n'a jamais été même autant des idéologies, ni affilié à celle-ci ou à celle-là, parce qu'il traitait sur le terrain. Et ça nous avait posé des problèmes, parce que les gens ne savaient pas si on était socialiste, si on était capitaliste, etc. Alors, et ce parti aujourd'hui, Dieu merci, cette idée de départ était la bonne, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde revient à ce centrisme et à ces... Alors, le mouvement populaire, ce n'est pas un parti berbère, ce n'est pas un parti uniquement rural. Il est né dans les campagnes. Quand même né, voilà. La naissance était dans les campagnes, avec les hommes de l'armée de libération nationale, ces régions de la campagne qui sont essentiellement berbérophones, mais aujourd'hui c'est un parti national qui continue à défendre la mazirité et le développement du monde rural parmi ses priorités. Mais ses priorités sont beaucoup plus larges que ça. Ne le prenez pas mal de ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'a pas un peu vieilli, ce parti ? Alors, vieilli, ça peut être... oui, c'est un parti qui a quand même plus de 60 ans. Mais vous savez, il y a des choses qui s'améliorent en vieillissant. Et je pense que le mouvement populaire est en train d'évoluer. Cette évolution est très intéressante parce que c'est là que nous sentons qu'il y a effectivement un lien il n'y a pas de rupture totale, il y a un lien entre les idées
de départ entre les valeurs défendues au départ. D'où l'idée peut-être aussi de cette académie de faire voir le jour à une nouvelle génération de jeunes impliqués dans la politique au sein de votre parti. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes leur parlaient, comme nous le faisons verbalement, du mouvement populaire ou de la politique au Maroc, ou encore leur demander de lire des livres, ça ne marche pas. Il faut aussi évoluer avec son temps, avec les moyens moderne. Et cette académie, justement, aura essentiellement, en plus des espaces matériels qui sont dans le siège, elle aura une plateforme électronique dans laquelle, effectivement, un certain nombre de documents sur le parti, sur la politique du Maroc existeront, et avec des formations en présentiel, à distance, pour tous les gens qui le souhaitent, que ce soit des militants du mouvement populaire ou d'autres personnes, et même pour nos amis d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, le mouvement populaire qui est affilié à l'Internationale libérale et qui préside même cette Internationale libérale, puisque c'est un membre du bureau politique et président, Madame Hakim Al-Haïti, eh bien, nous sommes également très, très présents dans le réseau africain, libéral africain, et dans un nouveau réseau libéral arabe qui va remplacer l'ancien et où le Maroc va jouer un rôle très important. Merci beaucoup Mohamed Al-Ansar d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau chef de parti politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Monsieur Al-Ansar. Merci beaucoup et bonne chance à 2M et aux politiques que vous allez recevoir prochainement. Merci à vous. Vivre avec vous.